elle n'est pas d'aujourd'hui, mais elle permet de mieux croiser ce que j'appelle la convivialité républicaine et la franchise universitaire. La convivialité républicaine est exprimée par la transcendance d'un certain nombre de ismes qui ont fait tant du tort au pays, notamment l'ethnicisme. La franchise universitaire permettant, bien évidemment, de refuser de défendre l'indéfendable, d'accepter l'inacceptable. Et le débat qui est aujourd'hui en cours dans notre pays offre justement une meilleure occasion d'exprimer ce croisement entre la convivialité républicaine et la franchise universitaire. Mais pour aujourd'hui, je m'arrêterai à une démarche de type psychanalytique, c'est-à-dire une technique de dévoilement en réalité de ce qui se cache derrière ce que je considère comme étant une sorte d'inconscient collectif qui structure aujourd'hui notre espace public. Il s'agit, à partir de cette lecture psychanalytique, de démonter un certain nombre de mécanismes de mobilisation des esprits, surtout lorsque ces esprits sont fragilisés par la misère, par le repli identitaire, on en a parlé, et dispose les hommes et les femmes au fanatisme militant, pour ce qui est du plus grand nombre. Et en ce qui concerne les cadres, le même élan vous dispose à ce qu'on appelle la servitude volontaire, pour parler comme la Boétie. Et entre les deux, le plus grand nombre mobilisé fanatiquement et les cadres qui s'adonnent à la servitude volontaire, il y a ceux qui, dans l'entre-deux, subissent de manière involontaire cette même servitude. Il faut donc démonter ces mécanismes-là à partir de ce que j'appelle la capacité à traquer le refoulé. Parce qu'en réalité, derrière ce débat, il y a une résurgence d'un certain nombre de méthodes, d'un certain nombre de techniques, d'un certain nombre de considérations que nous pensions avoir évacuées de l'horizon de notre devenir commun. Je pense à la conférence nationale souveraine, je pense aussi à toutes les autres rencontres, chacune valant ce qu'elle est dans le contexte qui est celui de notre pays, comme le dialogue national, comme le forum national, où la volonté de ne plus retomber dans les travers du passé s'est manifestée de la manière la plus claire qui puisse exister. Et aujourd'hui, pour déstructurer la convivialité républicaine, deux slogans ont comme prospéré ou dans cette logique dite partisane. Le slogan « Touche pas mon président » avec, en réplique, selon la même logique de la querelle des ethnocraties, « Touche pas à ma constitution ». Deux slogans qui se jouent d'une chose que les psychanalystes auraient pu appeler l'oubli de la République. Parce que lorsque je dis « touche pas à mon président », vous avez le « mon ». Touche pas à ma constitution, vous avez le « ma », des possessifs. Et on ne dit pas « touche pas à mon président de la République ». Touche pas à la constitution de la République. Parce que si on ajoute la République, eh bien, on se rend compte finalement qu'on se trompe
des manières de penser l'avenir. Donc, dans cet inconscient collectif, l'oubli de la République n'est pas un phénomène du hasard. Derrière la querelle des ethnocraties, il pointe clairement le refus de l'alternance démocratique. C'est-à-dire la capacité, une fois au pouvoir, à s'éterniser, à créer les conditions pour s'éterniser au pouvoir. Et Maître Nzaba disait tout à l'heure en parlant de cette logique de notre tour, c'est nous qui avons le pouvoir, nous devons y rester. Nous n'avons pas le pouvoir, nous l'avons perdu une fois, il faut qu'on revienne. Nous aussi, nous l'avons eu un moment, nous n'avons pas pu en tirer le meilleur profit. Alors l'occasion est là, il ne faut pas la rater. Comme si tout se jouait pour que demain, on prenne le pouvoir et on reprend les mêmes pratiques, avec les mêmes conséquences, avec les mêmes tragédies, connues sous l'angle du déplaisir tragique du pouvoir, et que nous avons vécu sous l'angle de ce que nous-mêmes nous appelons prosaïquement la bêtise humaine. Voilà l'enjeu du débat actuel. Il n'y a pas d'autre enjeu. C'est pour cela que, et le parti au pouvoir, et les autres partis, je reviendrai sur la nuance tout à l'heure, qui ne sont pas au pouvoir, mais qui fonctionnent selon les mêmes logiques, ne se sont pas préparés à ce débat. Bon. On attend. Comment on va faire? Et puis voilà. Subitement, au lieu d'engager, si problème il y avait une sorte de relecture préalable, technique de la Constitution pour qu'on regarde les points forts et les points faibles et qu'on en tire les conséquences qu'il faut demain pour faire évoluer les institutions si tel est notre désir, si telle est notre volonté, on s'est retrouvé devant un engagement militant dans le contexte de ce que l'on appelle à tort les rencontres citoyennes, mais qui sont plus des rencontres militantes. Parce que lorsque nous avions engagé autour du président de la République la notion de rencontre citoyenne, il s'agissait justement de laisser le président au-delà des contraintes de type partisan pour qu'il ait chaque fois la possibilité d'échanger directement avec les populations, peu importe que celles-ci soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, peu importe que celles-ci appartiennent à son parti ou à d'autres partis. Et donc on pointait là les problématiques qui engageaient plutôt l'avenir du pays. Malheureusement, par la force des choses, ces rencontres dites citoyennes ont été transformées en des rencontres militantes. Et on a été surpris. Pour l'histoire, je le rappelle, que les choses commencent un jour dans le département de la Ligue. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ce débat a commencé là-bas. Le président est descendu pour une mission consistant à transférer une structure consacrée aux peuples autochtones à l'organisme sous-régional qui devrait en prendre le relais, vous connaissez de quoi il s'agit, et parallèlement, il devrait rencontrer les cadres qui travaillent sur place, mais aussi ceux de la diaspora, puisque chaque fois que le président se déplace, il faut que les originaires le précèdent pour aller l'accueillir et pour aller discuter avec lui de ces questions. Des questions qui engagent les départements, qui engagent... Et dans la salle, un document est remis officiellement par le préfet au président de la République qui fait le point de tous les problèmes rencontrés par
les gens du département de la Litoile. C'est séance tenante qu'un autre sage prend la parole pour dire, Monsieur le Président, bon, comme vous n'allez plus vous présenter en 2016, nous on n'est pas d'accord, il faut que on change la Constitution pour que vous soyez candidat et que vous continuez à gérer le pays. Un autre sage dans la salle, prend la parole et dit, ah non, mais ça sort d'où? On n'a jamais vu ce document-là. Le seul document qu'on avait, le voici. Et sagement, le président de la République dit, bon, mais donnez-moi les deux documents. Ça ne se passe pas en cachette. Et ne dit rien. Puis arrive Dolizy. Mais entre-temps, déjà, on commence à en parler dans la rue. Dolizy, c'est la même chose. Rencontre dite citoyenne, mais où on a plus vu des militants d'un seul bord que la diversité de la citoyenneté nationale. Et une partie des cadres se lève à travers le président de l'Assemblée, à travers le ministre en charge des questions foncières. L'un et l'autre sont mes frères, rien à dire de ce point de vue. Et le problème est ainsi posé. Donc, c'est clair que, historiquement, le débat est posé de cette manière-là. Sinon, on aurait pu se dire, bon, écoutez, nous avons des projets de développement, on a des projets de société, on aurait pu, en termes d'anticipation, dire, bon, il peut y avoir des problèmes, anticipons, faisons telle lecture ou telle relecture technique. Voilà comment ce débat a surgi. Naturellement, il a appelé les réactions à gauche et à droite. Pour ou contre, prudence ou jusqu'au boutisme, et à partir de là, une commission de la majorité présidentielle a été mise en place pour sortir un argumentaire. Et j'ai reçu personnellement l'argumentaire, je l'ai lu. C'est à partir de cet argumentaire que j'ai commencé à réagir en construisant ce que j'appelle les psychanalytiques. Première psychanalytique, en réponse à ce qui était dit dans le document. Le changement de la Constitution est une démarche illégale et ahistorique. Pourquoi illégale? Tout simplement parce que la Constitution n'a pas prévu les conditions d'un changement de la Constitution. Il se trouve que, humblement je le dis, je suis un peu la mémoire de la commission qui a mis en place l'avant-projet de la Constitution du 20 janvier. J'en étais le secrétaire, j'ai eu la responsabilité d'assurer le secrétariat technique de cette affaire une fois que le dossier était géré au gouvernement. À l'époque, j'étais secrétaire général adjoint du gouvernement. Et j'étais dans la commission présidée par le ministre d'État Yoka, comme membre. J'ai même présidé une sous-commission là-dessus. Nous avions longtemps discuté de la question du référendum d'initiative populaire. Nous avons dit non. N'allons pas dans cette direction parce que demain, pour se marier, quelqu'un peut se lever, je veux un référendum. Je caricature. C'est pour ça qu'on a retiré cette disposition. Et on a bien encadré aussi bien l'article 86 que les autres articles qui font signe au référendum. Donc, rien, absolument rien, ne permet, si tant est qu'il s'agit d'un problème aussi bien juridique que politique, de dire on va dans cette direction. Même les positivistes juridiques les plus excellents ne balbutieraient pas devant une telle perspective. Nous prenons l'article 131 qu'on a évoqué. C'est fou, puisque cet article 131 parle de l'état d'urgence et de l'état de siège. Est-ce que nous sommes en état d'urgence ou en état de siège?
Je dis non. On a parlé de l'article 86. Écoutez, c'est ridicule, puisque même si cet article parle du référendum pour ce qui est d'un certain nombre de lois, y compris des lois qui visent l'organisation des pouvoirs publics, parce qu'on s'est appuyé sur ça, on oublie que le dernier alinéa dit il y a d'abord le contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, et si la Cour constitutionnelle dit non, que le projet n'est pas conforme à la Constitution, alors le référendum n'a pas lieu. C'est dit explicitement. Alors d'où vient qu'on a voulu maintenant s'appuyer sur ça? Là aussi, c'est absurde de se comporter de cette manière. Méthode historique. Regardez les termes de mobilisation, comment ils ont été engagés. Donc, c'est comme si nous ne tirions pas les leçons de notre conférence. De tous les débats que nous avons eus, de toutes nos messes nationales. Et bon, on se dit, on reprend. Et puis en fait, la question de fond, encore une fois, c'est la question tout simplement de la conservation du pouvoir. Ça se joue là et pas ailleurs. On dit, et là c'est la deuxième psychanalyse, excusez-moi, voilà. Le rééquilibrage des pouvoirs publics, des pouvoirs constitutionnels. Le document dit qu'il y a une hypertrophie de la fonction présidentielle. Et il faut donc rééquilibrer. Pour revenir à quoi? Le document ne l'indique pas. Plus tard, on dit qu'il faut revenir au régime semi-présidentiel. Parce que le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, et on évoque, dit ok, prenons le texte, mais toute la tradition, je parle sous le contrôle des constitutionnalistes congolais en la matière, a toujours fait du président de la République la clé de du système. Et tous les mécanismes de pondération qui ont été mis en place, prenons l'hypothèse où c'est vrai, aucune disposition dans les points relatifs à la révision de la Constitution n'interdit, dans ces conditions-là, de tirer cette leçon. Puisque nous avons une majorité écrasante. On pouvait tranquillement aller dans le cadre d'une révision et dire, bon, ok, si c'est vrai que nous avons concentré tous les pouvoirs entre les mains du président de la République, c'est-à-dire que nous avons fabriqué un dictateur, ce qui est grave, ce qu'on avait à dire, ce n'est pas ça. Et vous voulez qu'un cadre, calmement, tranquillement, soit porté par cette servitude-là, j'ai dit non. Donc là aussi, la deuxième psychanalyse, c'est de mettre en péril cette hypothèse. On dit, bon, mais si on veut rééquilibrer, je dis bien qu'il y a toutes les dispositions relatives au pouvoir du président de la République ne sont pas frappées par une clause de fermeture. Donc on peut réviser. On peut même, si on veut, aller à un régime parlementaire. Par la voie de la révision, c'est pas interdit. Bien. Évidemment, on peut pousser maintenant le raisonnement et aller plus loin. Dans ces conditions-là, étudier la possibilité, comme cela s'est dit dans un certain nombre d'hypothèses, d'amortir ce pouvoir. Qu'on n'en fasse plus un président du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il ne puisse plus rien avoir avec la désignation du Conseil national, la liberté de la communication et la gestion des journalistes. Si c'est ça le débat, on joue et on refait. Or, ça, on n'en veut pas. Troisième psychanalytique, dans le document, on dit le déplafonnement de l'âge du candidat à la haute fonction
républicaine. L'article 58, alinéa 5. Nous, on était à la commission. Nous avions dit. L'argument, je rends compte de l'argument. Ça vaut ce que ça vaut. Il y avait deux choses qui avaient milité. C'était l'immaturité au pouvoir. On a constaté que depuis l'indépendance, en passant par la période révolutionnaire, tous les chefs d'État que nous avons eus étaient jeunes. Et ont commis beaucoup d'erreurs dans la gouvernance nationale à cause de leur jeunesse. Essayons de mettre un paradigme limitatif. On a pris 40 ans. Bon, 40 ans, il a quand même déjà les plus hauts diplômes et il a travaillé au moins 10-15 ans. C'est bon, il peut prétendre. Et par le haut, on a même consulté des médecins qui nous ont dit non. Le Congolais, sous réserve qu'il ne soit pas en bonne santé, mais déjà les premiers symptômes de sénilité peuvent commencer autour de 70 ans. C'est les médecins qui ont dit, ça vaudra ce que ça vaudra. Malheureusement, comme parallèlement il y a des compatriotes qui à cet âge-là pensaient qu'ils pouvaient structurer l'avenir du pays. Le côté politicien l'a emporté en dit non, ça a visé un tel, ça a visé un tel. Mais moi j'étais à la commission. On a même rigolé, les magistrats rigolaient, ils disent mais ces gens qu'on vise là, mais ils sont déjà frappés par une sorte d'empêchement à la congolaise, puisqu'il y avait ils étaient sous le coup de condamnation judiciaire. Donc si ce n'est que ça, c'est réglé. Et voilà, au niveau de la commission, c'est les deux mots qui avaient été mis en exergue. Le reste, bon, c'est le débat politicien, comme il sait se faire et se défaire chez nous. Mais en tout cas, on a parlé des impondérables de la sénilité, je tenais les procès-verbaux, et de là, l'évitement de l'immaturité au pouvoir. Voilà les arguments. Si on pense que tout ça est passé, et qu'on peut faire autrement, il n'y a pas de problème, allons à la révision. Si nous pensons que 5 ans, au moins pour ce qui est de la durée du mandat, c'est la meilleure hypothèse, il n'y a aucun problème. On pose le problème, on fait un débat serein et on révise. Mais nous, on avait vu 7 ans. Premier argument, les dégâts de la guerre. Il y avait des études qui disaient qu'on ne peut pas reconstruire le pays avant 20 ans. Évaluation de ceux qui savent évaluer. Je parle sous le contrôle de certains financiers. On s'est dit, prenons l'hypothèse de 7 ans. Mais dans un pays où le niveau de développement est celui que vous connaissez, y compris sur le plan des techniques, des infrastructures communicationnelles, et vu la culture qui était la nôtre, on a dit bon, on laisse 1 an pour les élections, en amont, 1 an pour les élections après, et puis, au milieu, le président, il a peut-être au moins la possibilité de travailler réellement 5 ans. Voilà l'argument qui a été évoqué. Maintenant, si nous pensons que il faut revenir à 5 ans, c'est le débat le plus simplement du monde, on ne le fiche pas. Si nous pensons que, bon, il y a incongruité, on peut s'accorder sur une incongruité du genre, on peut aller maintenant de 7 ans à 10 ans. La Constitution là ne l'interdit pas, elle le permet. Le problème c'est de voir si le contexte politique le permettra. Comme au Burkina où ça n'a pas été assez dit. Notre Blaise Compaoré, le président Blaise Compaoré, avait entre guillemets le droit sur le plan juridique de faire ce qu'il voulait faire. Politiquement il ne pouvait pas. Ça donnait ce que ça donne. Je dis donc cet argument aussi ne vaut pas grand-chose. La durée du mandat. Oui, c'est la grande dernière psychanalytique. La Constitution du 10 mars, du 15 mars, l'article 68 parlait de 5 ans. Et la Constitution du 20 janvier est venue à 7 ans.
Je l'ai expliqué tout à l'heure. Là aussi, si on veut corriger, on peut. C'est pas interdit du point de vue de la révision constitutionnelle. La limitation des mandats. Oui, c'est ça la vraie intrigue de l'affaire. La Constitution du 15 mars dit le président de la République est rééligible une seule fois. Celle du 20 janvier consolide par une clause de fermeture et dit cette disposition-là, on ne peut pas la réviser. Moi, j'ai participé à la conférence nationale sur le règne. J'ai participé au dialogue national. Avant cela, j'ai été au forum. C'est un des rares points qui n'a jamais fait de débat. C'est-à-dire quand on a dit, 2 mandats, oui. 2 mandats, oui. Bon, pour éviter que quelqu'un demain se lève et dise, il change, on dit, bon, ça on ne touche pas, c'est pour, on met la clause de fermeture. Parce qu'on voulait éviter l'éternité au pouvoir. Et on nous dit non, on va nous proposer une formule d'élection du président au suffrage universel indirect. Ok. Faisons le débat dans ces conditions-là. Pourquoi on attend maintenant? Comme si on n'était pas capable d'anticiper. Voilà l'enjeu du débat. Il se trouve malheureusement que, en interne comme en externe, et je vais m'arrêter là, le débat a eu lieu. On a parlé de la charte. Mais la charte de la démocratie, de la gouvernance et des élections, peut-être que vous ne le savez pas, elle a été toilettée à Brazzaville. La réunion des experts de l'Union africaine s'est tenue à Brazzaville, c'est moi qui l'ai fait. Nous allons donc nous retrouver. Et nous avons signé cette charte dans une situation où on va être en porte-à-faux. Et moi, cadre, je me lève, je dis oui, on y va. Vous avez compris pourquoi j'ai été obligé, après tous les autres débats ouverts, de m'exprimer publiquement. Et je pense que ce débat qui a eu lieu, si on en tire aujourd'hui les leçons, sur le plan qualitatif. Sur le plan qualitatif, donc la qualité des arguments. Je pense que ceux qui sont contre le changement de la Constitution ont pris le dessus sur les arguments de ceux qui pensent qu'il faut changer. 2, sur le plan méthode quantitative. Le PCT a été isolé complètement au sein du parti, au sein de la majorité. Et je sais de quoi je parle. Au point où maintenant le débat tel qu'il a évolué, on dit non, on ne va plus parler en termes de changement ou pas de la Constitution, il faut parler maintenant en termes de l'avenir des institutions. Donc on a abandonné le débat, et on dit on parle maintenant en termes d'avenir des institutions. Là encore, on a été isolé. Pour le reste, oui, je n'en dirai pas beaucoup, je préfère être discret sur ce plan. La société civile s'est structurée et est en train de continuer à se structurer. Les partis politiques sont aussi en train de continuer à voir dans quels termes construire des alliances sur la base d'un dénominateur commun, celui-là. La seule leçon qu'on peut tirer, c'est que ce débat, ceux qui l'ont engagé, en réalité, si on veut regarder les choses en face, ils l'ont perdu. Je ne vois pas comment il va prospérer par la suite, parce que je ne vois pas comment on peut aller à un dialogue, ne pas s'entendre et on dit on va au référendum, c'est absurde. Je ne vois pas comment on va faire un passage en force. Si on le fait, on peut. Aujourd'hui, le Congo est exactement dans la situation combinée du Niger avant Mamadou Tandja et du Burkina avant Blaise Compaoré. Il ne nous reste pas grand-chose. Pour dire qu'on va réussir un tel passage en force, c'est pas vrai. Il n'y a que 3 hypothèses. Première hypothèse, on réussit le référendum. Le président fait un passage en force, il réussit le référendum.
Il lui faut construire un consensus politique pour pouvoir passer maintenant de la légitimité de la Constitution actuelle à la légitimité d'une nouvelle Constitution. Comment il va le faire? Ça ne sera pas autrement que par un coup d'État. Non classique, puisqu'il n'est pas classique celui-là. Et comment on va construire à ce moment-là le consensus? Pour qu'on s'accorde sur demain. Donc forcer une crise du sens historique. Deuxième hypothèse, puisqu'il faudra alors, dans cette première hypothèse, négocier une transition. Et puis, on va se retrouver dans une situation où on a forcé une crise de sens historique et on négocie une transition pour jouer les mêmes rôles. Ça m'étonne. Deuxième hypothèse, les Congolais disent non. Ça ne marche pas. On ne va pas. Il y a eu les signes avant-coureurs pendant la CAN. On n'aime pas regarder les choses en face. Dans cette hypothèse-là, comment on fait? On négocie encore une transition. Puisque les gens seront, permettez-moi la formule, morts pour défendre une constitution. Ils chassent un président au nom de cette constitution. Elle prévoit 90 jours pour organiser les élections, puisque à ce moment-là, le président est obligé de tirer les conséquences et de démissionner. Dernière hypothèse. Et si on fait comme ça veut dire qu'on va dans le contexte, par exemple, d'une nouvelle charte. Donc encore, une nouvelle période de transition. Troisième hypothèse, on constate que nous sommes, comme on dit en bis-bis, on ne peut pas aller loin. Il faut encore réfléchir pour reculer et faire une autre hypothèse, une nouvelle période de transition. Est-ce qu'on a besoin de forcer une crise du sens historique pour gérer un tel recul? Ou bien, notre devoir, c'est de dire comment on négocie pour gagner le pari de l'avenir sans qu'il y ait de bousculade. Je crois que là, c'est la responsabilité du président de la République en français. Et c'est à lui de savoir tirer les conséquences de toute cette situation qui a été créée de toutes pièces au nom d'un problème de pouvoir et pas d'autre chose. Quand on dit pouvoir, c'est avec les intérêts publiquement inavouables qui font que la démocratie devienne comme la rançon d'un affairisme dont chacun peut mesurer jusqu'où il peut conduire. Chaque responsable, chaque cadre peut prendre ses responsabilités. Le reste on verra, mais je crois qu'il au moins quelque chose de bien qu'on retiendra de ce débat. En ce qui me concerne personnellement, c'est que j'ai pu mesurer quand même que dans ce pays, on n'avait pas le droit de désespérer des cas. Deuxièmement, je ne suis pas sûr, et je le dis en toute responsabilité, j'ai été ministre de la Défense. Je ne vois pas comment cette armée va tirer sur le peuple. Je ne vois pas. Et je le dis en toute responsabilité. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Une simple partition de sagesse pour que le président de la République dise: 1. Il retire ce débat. 2. Il engage sa responsabilité pour que la fin de règne qui correspond au règne de la fin ne puisse pas ramener le Congo en arrière. C'est sa responsabilité. Il entre dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte, on le lui reconnaîtra. Comme aujourd'hui, on peut revendiquer avec lui, tout en sachant que on a beaucoup balbutié, qu'il a instauré la démocratie après la conférence nationale. Mais qui ne sait pas que
Au départ, le parti s'est opposé jusqu'au bout. C'est le même schéma dans lequel on se retrouve. À l'époque, nous avions nous autres quelle responsabilité, mais nous étions démarqués, nous avions parlé. C'est pas aujourd'hui maintenant qu'on va se deviner. Et je pense donc que les enjeux sont de ce côté-là. Je félicite les amis du cercle d'avoir engagé ce débat. Il faut le poursuivre. Ma conviction profonde en tant qu'analyste, c'est que ce débat marque un point critique qui devrait permettre une recomposition de l'espace politique congolais, de sorte qu'on sorte de manière définitive de la querelle des ethnocraties qui est derrière le débat entre ceux qui pensent qu'il ne faut pas toucher à mon président, alors qu'il est le président de la République, et ceux qui disent qu'il ne faut pas toucher à ma constitution, alors qu'elle est la constitution de la République. Et cette recomposition-là, à mon avis, me semble être le point d'une rupture qui devra, pour demain, ouvrir l'espace, le chemin définitif de la stabilité. Maintenant, on me dira oui, les juristes, les politologues, ils ont les moyens qu'il faut pour trouver la manière intelligente qui devrait permettre, en tirant les leçons de notre histoire constitutionnelle, par le chemin de la révision, de corriger ce qui mérite d'être corrigé, de consolider ce qui mérite d'être consolidé, pour que nous sortions définitivement du cercle vicieux et vici des coups d'État classiques ou non classiques. Voilà.